Bonjour à tous. L'heure est grave au Cameroun. Le pays vit une série noire d'accidents mortels. Plus d'une cinquantaine de personnes ont encore été tuées cette fin de semaine à l'entrée ouest de Douala et dans le département du Nion-Esso. En l'espace d'un mois, cela fait plus de 150 morts enregistrés sur les routes accidentogènes. Cependant, les causes profondes de ce feuilleton macabre n'ont pas suscité autant d'intérêt et d'analyse dans la presse cette semaine. Elle s'est appesantie sur l'humiliation qu'a subi le Cameroun après la frappe sèche de la FIFA en pleine lucarne. L'annonce d'un nouveau comité de normalisation à la FECAFOOT a ébranlé toute la République en balayant l'équipe Tombi-Aroko. La décision de la FIFA éclabousse davantage le gouvernement, accusé dans la presse d'avoir soutenu le règne de l'imposture et du désordre dans le football camerounais. Cependant, certains journaux dénoncent une lutte de pouvoir et d'intérêt pour déstabiliser le pays organisateur de la CAN 2019. Ce Cameroun, où même la gouvernance universitaire fait l'objet de critiques virulentes sur les nominations des personnes décédées parmi des enseignants promus et le cumul contesté de certaines fonctions académiques, politiques et administratives. Ces trois problématiques cristallisent l'attention de l'opinion nationale et à ce titre, des journalistes d'investigation, acteurs majeurs du football camerounais et universitaires, ont le droit d'analyser ces sujets tels que traités dans la presse. Mesdames, Messieurs, c'est droit de réponse sur Equinox Télévision. Et pour vous rafraîchir la mémoire sur l'actualité telle que traitée dans la presse, je reçois sur ce plateau Flavien Valondongo. Flavien, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les panélistes. Comment la presse écrite a-t-elle traité ces sujets brûlants d'actualité ? Comme vous le savez, la presse n'a pas manqué de quoi séduire ses lecteurs cette semaine qui s'achève. Vous parlez d'ailleurs du premier cas, c'est-à-dire la FIFA, le communiqué de la FIFA qui a d'ailleurs donné la matière en tout cas à cette presse-là. Sur cette question, donc, la nouvelle expression fait savoir que la FIFA a humilié le Cameroun pour le quotidien du Carrefour Equinox à Douala. L'instance fêtière du football mondial impose donc au pays de Tombi-Aroko Sidiki le respect de ses propres lois et règlements en ordonnant donc à nouveau la création d'un comité de normalisation. La FIFA exige par la suite la révision des textes et l'organisation d'une nouvelle élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Pour le journal L'Essentiel, c'est bien sûr la chute de la maison Tombi-Aroko Sidiki. Le bi-hebdomadaire rappelle que l'élection de Tombi-Aroko Sidiki, donc à la tête de la FECAFOOT, avait fortement été contestée avec ce revirement des situations donc de la FIFA. La FIFA qui exige donc l'annulation du scrutin fait savoir que le comité de normalisation chargé d'organiser les élections sera désigné au terme d'une mission conjointe FIFA-CAF. Dans les prochains jours, elle aura pour 6 mois pour cette réforme totale de la Fédération camerounaise de football. Le journal L'Essentiel précise que dans une lettre d'ailleurs que Abdourahmane Amadou a adressée le 5 juin 2017 au président du conseil de la FIFA, il rappelait que les fonctions du président du comité exécutif de la FECAFOOT sont usurpées depuis le 12 novembre 2015, date de l'annulation de l'élection de Tombi-Aroko Sidiki, donc à la tête de la structure. À la suite de tout ça, le journal Info Matin révèle que Bidung Pat et Tombi-Aroko risquent dans la prison. Pour le quotidien, le 18 novembre 2015, le ministre des Sports et de l'Éducation physique actuel donc avait battu en brèche l'arrêté donc de la Chambre de conciliation et bien sûr d'arbitrage du Comité national olympique et sportif qui avait notamment invalidé l'élection de Tombi-Aroko comme président de la Fédération camerounaise de football. Dans la suite, Info Matin fait savoir que Bidung Pat et Tombi-Aroko ont consommé plus de 6 milliards de francs CFA en 23 mois seulement. Tous ces journaux, dans leurs différents traitements, n'expliquent pas si la décision de la FIFA va donc avoir un impact négatif sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Alors, l'autre sujet, le second, bien sûr, de ce programme, droit de réponse, concerne bien sûr la malgouvernance dans les universités. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, Cédric. Le journal Info Matin s'intéresse donc à la fausse polémique sur la nomination du professeur Etou Ndiungwa pour le quotidien, depuis qu'il a été porté le 21 août à la tête du département de la physiologie de Yaoundé 1. La presse évoque d'ailleurs la question du cumul. Le professeur Etou Ndiungwa est donc ministre des petites et moyennes entreprises et avec la nomination comme chef du département, des observateurs voient donc en cette façon une autre curiosité camerounaise
Et d'ailleurs, parlant de curiosité, on parle bien sûr de cumul avec tout cela. Donc, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jaffa Mendongo, qui a également nommé les morts, les enseignants décédés il y a pratiquement 6 mois aujourd'hui, qui sont à des postes de responsabilité. Donc, Info Matin conclut que ce sont donc des curiosités camerounaises que l'on vit depuis quelque temps au sein du gouvernement camerounais à travers les nominations des personnes qui sont décédées. Le troisième sujet, il faut le rappeler, il s'agit bien sûr des accidents de la circulation, Cédric Noufelé. Selon la nouvelle expression, depuis le début de l'année 2017, de nombreux accidents de la circulation se produisent donc sur les différents axes routiers du Cameroun. D'ailleurs, la nouvelle expression cite comme exemple le cas de Mouyouka et qui a fait donc près de 20 morts le week-end dernier. Dans les colonnes du tabloïd, il est dit que sur les 18 nationales que compte le Cameroun, plusieurs sont en état de délabrement très avancé ou encore ne sont même pas achevées. Toutes choses qui orchestrent aussi les multiples cas d'accidents que l'on observe donc au Cameroun. Le même journal fait savoir que les préventions routières ne sont plus prévoyantes et pourtant il existe des multiples associations qui parlent donc de cette prévention routière au Cameroun. La météo qui traite également de cette question souligne que Mebengo et Nganou Messi sont donc responsables des accidents qui font des morts au Cameroun plusieurs fois. Donc si l'un est donc ministre des Travaux publics et l'autre ministre des Transports, le journal La Météo rappelle que les accidents de la route et bien sûr les déraillements s'enchaînent depuis leur arrivée à la tête de ces différents départements ministériels. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse. Je vous souhaite un bon dimanche. Meilleur à vous. Et pour décrypter ces 3 problématiques sur droit de réponse, 4 invités majeurs et bien sûr notre consultant. D'abord, Akwe Epie Domingo, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour companélistes, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui prennent la peine de nous suivre à travers le monde. Vous êtes président de Jeunesse Star de Yaoundé et vous avez, il faut le préciser, toujours contesté ce comité exécutif de la FECAFOOT conduit par Tombi Aroko. Également présent sur ce plateau, Edmond Kambia, bonjour. Bonjour Cédric, je salue tous les copanélistes, je salue tous les téléspectateurs. J'ai un petit mot comme ça pour notre collègue Albertine Bichaga qui a quelques soucis de santé. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Et nous l'attendons vivement. Et vous êtes chef de section politique internationale à la Nouvelle Expression, consultant pour l'émission Droit de réponse. Également sur ce plateau avec nous, le chef du service sport du quotidien Mutation, Eric Andic. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. J'accueille également sur ce plateau le docteur Jeannette Wogan-Fotso. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes anthropologue et syndicaliste, enseignante à l'université de Douala. Bienvenue sur Droit de réponse. Akwe Epie Domingo, comment vous avez d'abord apprécié cette décision de la FIFA portant nomination, du moins mise en place d'un nouveau comité de normalisation à la FECAFOOT? Bon, du moins avant que je ne réponde à votre question directement, j'ai quand même suivi dans votre chapeau, hein. Vous avez eu à relever que le gouvernement avait été éclaboussé parce que le gouvernement avait soutenu l'imposture. Mais je voudrais quand même que les Camerounais et tous ceux qui suivent l'actualité footballistique de près ou de loin sachent que lorsqu'on parle du gouvernement, il y a quand même un chef du gouvernement. Lorsqu'il prend position, je ne saurais comprendre qu'un autre ministre vienne à dire le contraire. Avant qu'on en arrive justement à l'attitude de ces différents acteurs dans la crise, d'abord cette décision de la FIFA qui intervient en plein milieu de semaine et qui annonce la mise en place d'un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Disons que c'était le 20 août dernier, l'association des clubs de football amateur, dont Étoile Filante fait partie, c'est encore une fois de plus réunie. C'est-à-dire que je ne vais pas vous rappeler ici que Étoile Filante avait envoyé sa sentence au niveau de la FIFA et la FIFA, elle est restée lettre morte. Il n'y a jamais eu de réaction. Alors le 24 mars, comme ça, l'association des clubs s'était réunie, s'était mobilisée pour attirer l'attention de la FIFA sur la sentence que portait l'un de ses membres. Et c'est justement à cet effet que le 30 mars, la FIFA avait réagi. Donc le 20 août, nous avons donc une fois de plus au niveau de l'association réagi en saisissant le président de la FIFA pour lui demander en fait que sa dernière correspondance, celle de la FIFA,
adressée à notre membre Étoile Filante datait du 14 juillet. 14 juillet, vous savez qu'il y avait une rencontre à Conakry, on en parlera certainement tout à l'heure, et qu'avant que ces gens ne rentrent, le 14 juillet, nous avons donc eu une correspondance où on rassurait Étoile Filante que la lettre du 26 juin, qui disait que ce n'était pas à la FIFA d'exécuter ou de faire exécuter les sentences et autres, n'était pas une décision. C'était juste une lettre purement informative. Maintenant que Étoile Filante produit certains documents, et ces documents, c'était une autre correspondance adressée à un club camerounais qui était Jeunesse Star, qui avait eu le même problème, qui avait une même sentence, et dont la FIFA s'était comportée d'une autre façon. Ces sentences avaient donc été opposées à la FIFA, qui avait donc compris que même si elle voulait jouer un jeu, elle n'avait plus intérêt. Et donc, 3 jours après, il y a son comité qui s'est réuni. Nous, ce n'est pas ce qui nous surprend. Parce qu'au fond, vous le savez, nous savions que cette équipe n'avait jamais existé depuis le 12 novembre 2015. Pour nous, c'était clair. Parce que la CCA s'était prononcée là-dessus en disant l'élection, le processus est entièrement annulé. Maintenant, ceux qui continuaient à penser, y compris vos collègues, parce que je suis un peu déçu, mais le 4e pouvoir, il faut faire attention. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est dans l'affaire, qui peut savoir ce qui se passe. Donc les gens comptent sur vous pour donner une information viable. Mais il y a des gens, et même là où moi je paie mes impôts, c'est-à-dire que vous le savez tous, la CATV, Cameroun, où nous payons nos impôts, n'ont pas pu dire que l'élection est annulée. N'ont pas pu dire que l'élection avait été annulée. Donc, même la déclaration de M. Tombi du 1er octobre 2015 ne leur a rien dit parce qu'il avait quand même pris l'engagement dans Cameroun Tribune en disant qu'il était un républicain et qu'il devait respecter toutes les décisions venant de la CCA. Malheureusement, lorsque cette décision est venue, ce qui est arrivé est arrivé. Le conseil de M. Tombi, je le dis encore, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un conseil sérieux. Vous dites à votre client de ne pas faire appel lorsqu'il n'est pas content d'une décision et de ne pas la respecter. De plutôt aller, je ne sais pas, attendre qu'un communiqué soit mis. Bon, moi, je vous dis comme ça, cette décision ne nous a pas surpris. Mais ça a plutôt surpris les gens qui pensaient qu'ils sont toujours présidents ou bien qu'ils restent présidents. Parce que pour nous, tout ce qui posait comme acte, nous avons passé le temps à les appeler imposteurs. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'imposteurs. Je vais dire anciens imposteurs, parce qu'ils ne sont plus. Donc, ils ne m'entendront plus dire l'imposture, M. Tombi imposteur. Non, ça c'est terminé, c'est passé. Depuis le 23, là, le mot imposteur est clos, il est enterré. Le mot usurpation peut revenir maintenant lorsqu'on rentrera dans d'autres choses. Justement, Jacques-Éric indique pourquoi la presse écrite a semblé célébrer, entre guillemets, cette chute de Tombi Aroko à travers les différentes titrailles qu'on a observées au lendemain de cette décision de la FIFA. J'ai l'impression que la presse écrite, dont vous dites qu'elle a semblé célébrer la décision de la nomination d'un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT, a été un peu prise de court. A été un peu prise de court parce qu'on avait l'impression que Abdourahmane Amadou Baba, qui est, je peux le dire ici, le leader de l'opposition à l'ancien exécutif de la FECAFOOT, semblait un peu esselé. Et on se disait que, ça c'est ce que je traduis ce que la presse semblait dire, on se disait qu'il serait essoufflé au fil du temps. Mais alors que le mercredi 23 août dernier, en début d'après-midi, lorsque le communiqué de la FIFA tombe, c'est la surprise générale, c'est même l'étonnement. Mais je crois que pour ceux qui sont un peu avertis et qui ont discuté avec quelques personnes qui ont participé à la rencontre de conciliation de Conakry, on a eu un peu vent qu'il y aurait un comité de normalisation. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Joseph-Antoine Bell, qui a participé à la réunion de Conakry. Et il nous a dit sans embâche que la seule solution était la nomination d'un nouveau comité de normalisation. Et j'ai eu l'impression que il était au fait, il avait une révélation à faire et il a fait ça en parabole parce que quelques jours après, c'est un comité de normalisation qui s'installe. Pour lui, l'Assemblée générale de 2009, que certains de ses amis réclament, est complètement caduque. Il faut repartir de nouveau avec un comité de normalisation qui viendrait balayer la maison et qui viendrait mettre en place de nouveaux statuts pour un nouveau départ du football camerounais. Donc, en somme, personnellement, je n'ai pas
été déçu. Je n'ai pas été surpris parce que j'avais quelques informations qu'il y aurait à nouveau un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. Mais je dois dire que nous les journalistes de presse équipe, comme vous l'avez dit, on doit être un peu plus éveillés, on doit être un peu plus attentifs et on ne doit pas croire que parce qu'il y a 20 personnes d'un côté et 2 ou 3 personnes de l'autre côté, ce sont les 20 personnes qui auront le dernier mot. Justement, on a vu que cette décision de la FIFA divise déjà l'opinion et les acteurs du football camerounais. Edmond Onkambia, quel est le regard que vous portez sur cette décision de la FIFA qui divise déjà profondément les milieux du football et qui même ébranle toute la République du Cameroun? D'abord, je dois dire que cette décision est arrivée avec beaucoup de retard. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Parce que quand on prend le temps, c'est-à-dire 2 ans par exemple, si on prend comme repère 2015, la date de la sentence, n'est-ce pas, de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif, et puis quand on prend la décision de confirmation du tribunal arbitral de sport, du TAS, et que la FIFA, tout ce qu'elle avait à faire, c'était tout simplement de valider la sentence arbitrale, la confirmation de la décision par le TAS. Donc, la FIFA a mis beaucoup de temps pour dire ce qu'elle aurait dû dire depuis. Ça, c'est la première chose qu'il faut observer. Un souci de conciliation. Ça, c'est la première chose. C'est très important de le noter. La FIFA a évoqué un souci de conciliation des différentes parties prenantes. Oui. Pour justifier peut-être le retard dans l'application de cette sentence. Oui, elle a essayé oui, il y a eu, comme tout à l'heure, mes prédécesseurs l'ont dit, il y a eu la rencontre de Conakry, mais il y a eu beaucoup de conciliabules, un souci de mettre toutes les parties ensemble. Mais vous savez que le consensus prôné était impossible à ce moment-là. Parce qu'il s'agissait de respecter une décision de justice. Notamment, la sentence, n'est-ce pas, de la chambre arbitrale et de la chambre de conciliation et d'arbitrage, n'est-ce pas, du Cameroun, du Comité national olympique, qui avait été validée par le TAS. Je dois préciser ici que le TAS, c'est pratiquement cette juridiction qui est compétente, suprême en matière de sport. Tout à fait. Quand elle a pris une décision, tout ce qu'on attend, c'est qu'elle soit appliquée. Et la FIFA, dans ses rapports avec le TAS, a généralement et dans les usages pris des dispositions pour les entériner tout simplement. Parce qu'elle adhère, n'est-ce pas, à cette juridiction-là. Donc, passons de côté après le retard. Le retard est consommé. Mais la décision, analysons la décision. Et c'est ça qui est important. Je pense que ce qui est important à retenir dans cette affaire et dont il faut tirer les leçons, c'est que la FIFA, en prenant la décision qu'elle ne pouvait ne pas prendre, je dis bien qu'elle ne pouvait ne pas prendre, parce qu'il s'agit du respect des textes de loi, de l'application de la loi au Cameroun. Si le Cameroun est un état de droit, il faut bien que les textes qui sont reconnus par le Cameroun soient respectés au Cameroun. Et en matière de sport, si nous avons fait confiance en mettant sur pied une chambre de conciliation et d'arbitrage, qu'elle a pris une décision, et que la structure suprême en matière de sport, le TAS, l'a confirmé, je suis surpris que certaines personnes soient surprises. Parce que ça ne pouvait pas être autrement. J'ai écouté récemment à la CIA TV, un ami, Mathias Ourangini, prétendre que c'est une décision politique. Non, c'est une question de droit. C'est une question éminemment de droit, de respect des textes de loi. Et je pense que, et ce qui est important, je termine par là, pour dire que la FIFA a finalement dit au Cameroun qu'il y a un droit qui doit être respecté, il faut respecter les textes. Et ce sont les textes qui ont été respectés. Maintenant, tout le reste de commentaires qu'on peut faire, c'est par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, quand tu parles de le communiqué de la FIFA, c'est-à-dire la mise sur pied d'un nouveau comité de normalisation, c'est vrai que c'est très embarrassant de retourner en arrière. Parce que l'ancien comité de normalisation a lamentablement échoué. Ça, il faut le dire. Tous ces agressions ont échoué. On reviendra sur ce premier comité de normalisation. D'abord, Dr Jeannette Wogan-Futso, sur cet emballement de toute l'opinion nationale, cet intérêt assez important de la presse sur la décision de la FIFA. Comment vous appréciez ce traitement sur ce sujet d'actualité ? Merci, monsieur, pour votre question. Mais avant d'y répondre, je vais préciser que je ne suis pas spécialiste du football, juste une Camerounaise qui regarde de loin ce qui se passe dans le milieu du football.
En premier, le football camerounais aujourd'hui n'est plus un événement fédérateur, comme ce fut le cas à l'époque de Théophile Abega, Roger Mila, Nkono et Joseph-Antoine Bell. C'était vraiment un événement fédérateur. Depuis que l'argent s'est installé au niveau du football, c'est chacun qui essaye de se battre pour que ce soit sa position qui soit la meilleure. Mais pour revenir à votre question, et la FIFA et le Cameroun sont à condamner parce que le Cameroun a laissé faire une situation qui ne respectait pas les règles, et la FIFA également a laissé faire. Donc à un moment, il faut bien que chacun prenne ses responsabilités et attend, parce que rien ne nous garantit que parce que la FIFA a aujourd'hui annulé ces élections-là, ces Camerounais qui s'impliquent dans le football vont véritablement s'asseoir pour poser le problème réel, qui est l'une des passions, pour ne même pas dire la passion majeure des Camerounais. Ça, c'est d'un. Et de deux, on peut comparer cette décision à l'histoire de Mercy Ship qui est au Cameroun. Ça a un côté positif et un côté négatif. Je commencerai par le côté positif. C'est de féliciter M. Abdourahmane qui a cru en ce qu'il faisait et qui est resté tenace. Maintenant, le côté négatif de la chose, c'est cette opinion nationale et internationale que les uns et les autres vont porter sur le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on nous regarde en Mondiovision, tout le monde sait ce qui se passe au Cameroun, et c'est bien dommage. On voit dans les médias comment la partie qui usurpait hier est dans les débats. Mais on espère qu'au final, on va mettre l'intérêt du Cameroun en avant pour taire les conflits et appliquer véritablement les textes, et qu'on ne mette pas les personnes parce que ce sont nos amis, nos copains ou nos copines, mais des personnes en qui les Camerounais croient, et les personnes qui ont la possibilité ou la capacité de prendre la parole et être écoutées par les personnes qui sont en face, au lieu qu'on se retrouve, comme c'est souvent le cas où on refuse les contradictions. Quand c'est un gars, quand c'est quelqu'un qui est du parti au pouvoir, du parti majoritaire, je préfère, qui prend la parole, tout ce qu'il dit est perçu comme négatif ou positif, et vice-versa quand ce sont les personnes appartenant au parti dit d'opposition. Justement, et à ce sujet, dans les colonnes de l'Œil du Sahel, le politologue que vous venez de citer, Mathias Eric Onanguini, estime que ce n'est pas une affaire de droit, la décision de la FIFA. Il estime que c'est une affaire d'intérêt et de pouvoir. Akwe Domingo, vous qui êtes dans les milieux du sport, que pensez-vous de cette analyse sur la décision de la FIFA? Une affaire de lutte, d'intérêt et de pouvoir derrière cette décision qui intervient 2 ans après que de nombreuses instances comme la CCA et le TAS aient demandé à ce que ces élections soient annulées et que l'on recommence? Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, je crois, M. Kamgia, tout à l'heure, parce que lorsque j'ai suivi que M. Bell, aux sorties de Conakry, avait laissé entendre que c'était un comité de normalisation. Qui y aurait Non, ce n'est pas une surprise. Parce qu'il faut qu'on aille au départ. Au départ, nous sommes tous à la CCA, où nous contestons l'annulation, l'élection de M. Tombi et autres. Mais M. Abdourahmane nous appelle et nous dit, en dehors de cette annulation, il faudrait que les tests soient appliqués. Les tests disent qu'après le comité de nomination, il y a une jurisprudence, John Day, FIFA, voilà 2009, que 2009 soit réintégré. Il dit c'est statutaire. Tout le monde refuse, sauf M. Abdourahmane, qui met donc ça comme deuxième demande. Et c'est cette deuxième demande aujourd'hui qui nous amène au TAS. Parce que s'il n'y avait pas cette demande, la FIFA vous aurait dit, comme elle avait toujours dit, et il a signalé tout à l'heure, pourquoi ça a pris assez de temps. La FIFA vous dit, je ne connais pas la CCA. Si c'était le TAS, oui. Alors vous ne pouvez donc pas gagner un procès et vous continuez le même procès. Qu'est-ce que vous réclamez? Alors, le deuxième point qui était donc la réintégration de 2009, que M. Abdourahmane avait inséré dans sa demande, a donc permis qu'il fasse appel au TAS. Et c'est ça que nous tous, nous vantons aujourd'hui, qu'il y ait un comité de nomination ou pas. Sinon, si on s'était arrêté aux affaires de la CCA, il n'y aurait rien eu. Puisque le ministre a remis en cause une loi que son président qu'il a nommé a promulguée. Et personne n'a rien dit, ça n'a gêné personne. Une loi qui a été votée par nos députés qui représentent le peuple. Ça n'a rien dit à personne. Et tout à l'heure, je voulais quand même rappeler que
Lorsqu'on dit que le gouvernement a été humilié, il s'agit de quel gouvernement? Parce que j'ai une correspondance ici, du 20 juin 2015, où le ministre qui était là, et le ministre des Sports signifiait au Premier ministre que c'est sous vos hautes instructions que j'ai demandé à toutes les parties prenantes au processus électoral de respecter les lois du Cameroun, de respecter les décisions des organes juridictionnels, la CCA, le TAS. Voici la correspondance, elle est là. Il dit bien sous haute instruction du Premier ministre. Mais il y a eu une autre correspondance. Le communiqué que nous avons donc, du ministre des Sports. Un communiqué, précisément. Un communiqué, voilà. Dans lequel il dit que seul son ministère a compétence pour veiller au respect par les fédérations des lois et règlements du Cameroun. Il estime dans ce communiqué que la CCA avait outrepassé ses compétences en statuant sur le litige du processus électoral à la FECAFOOT. Et le ministre des Sports, dans ce communiqué, constatait la validité du processus électoral ayant conduit à l'élection du comité exécutif conduit par Tombi Aroko. Alors, là où je peux donc être d'accord avec vous, dans votre papier, après avoir lu ce communiqué, c'est que déjà, il n'a pas dit que c'était sous haute instruction de quelqu'un d'autre, sous sa propre haute instruction. Ça veut dire que dans le gouvernement, chacun est chef du gouvernement. Sauf aussi qu'ils ont fait signer un communiqué au Premier ministre qu'ils ont envoyé à la FIFA. Mais c'était aberrant, où le Premier ministre félicitait M. Tombi. Bon, moi j'ai trouvé ça normal. Sauf que, est-ce qu'il n'y avait que le président de la FECAFOOT qui avait été élu à cette période? Pourquoi on n'a pas pris toutes les dispositions pour que tous les présidents des fédérations qui avaient été élus soient félicités par le Premier ministre? Vous comprenez donc? Parce que tout à l'heure, vous allez parler du complot. Il faut comprendre où ça va. Ça veut dire qu'on s'arrange que le Premier ministre félicite le président de la FECAFOOT. Le président vous dit, il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Il y a au moins 40 autres fédérations qui ont fait des élections et qui ont eu des présidents. Il ne félicite plus personne d'autre. Donc pour vous, il y a une guerre, une lutte d'intérêt et de pouvoir autour de cette décision. Effectivement. Comme le pense Mathias Eric Otangini. Bon, non, pas comme lui. S'il te plaît, pas comme lui. Quand ce communiqué arrive à la FIFA, nous on écrit et la FIFA l'envoie au TAS. Ça c'est pour nous ridiculiser. Pour dire, nous reconnaissons que c'est M. Tombi. Parce que le 28 septembre, il a été élu. Le 30, le Premier ministre l'a félicité. Nous avons retoqué à la FIFA. C'est dans quel statut où, lorsque le Premier ministre vous félicite, vous êtes président? Ça veut donc dire que c'est le seul président des fédérations au Cameroun. Les autres n'en sont rien, n'en sont pas. Parce qu'ils n'ont pas été félicités. C'était une honte pour le Cameroun lors de ce procès. Et donc, moi, je pense que ce que le professeur Onang dit, il a toujours dit. Mais nous, on a dit que tout ce qui s'est passé même pendant la normalisation, tous ceux qui ont agi comme conseillers, comme ceci, nous allons faire un outil. Il n'y aura rien à faire. C'est-à-dire que personne ne pourra échapper. Vous pouvez être, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il n'est pas le seul professeur là-bas. Nous avons le professeur Messaoui Niamzi qui aussi s'intéresse à cette affaire et qui a une autre façon de voir l'affaire, qui dit non, il faut respecter les décisions. Quand on n'est pas d'accord, on fait appel. Et puis, qu'est-ce qu'on défend? Lorsque vous dites que vous allez, que cette décision est attaquable, il a même dit, elle est attaquable où? Il prétend que la FIFA a violé la loi suisse. Mais hier, c'était la FIFA qui était l'alpha et l'oméga. Il disait que mais la FIFA a reconnu M. Tombi, vous n'avez plus rien à faire. Aujourd'hui, quand la FIFA vient à appliquer la décision, et c'est là où je suis d'accord que Conakry n'a rien à voir dedans. Parce que Conakry, on vous dit dans la lettre de la FIFA, elle vous dit, elle a fait une tentative de rapprochement. Oui. Rapprochement, il y a quand même certains qui sont rapprochés. Sauf Abdourahmane et moi, nous ne sommes pas allés là-bas. Une tentative de rapprochement infructueuse. Infructueuse. De la part de la FIFA. Alors, ça veut donc dire que si nous étions allés, ça veut dire que le rapprochement a quand même eu lieu. Mais là, le rapprochement, ils avaient invité 5 personnes qui contestaient. 3 sont allés, 2 ne sont pas allés. Et les gens n'avaient pas compris que si nous étions à ce niveau, c'était étoile filante. Vous portez donc plainte à quelqu'un. On vous demande de décider. C'est ce que ça veut dire parce que c'était une conciliation. Il fallait donc laisser la procédure. En la laissant, il faut que le porteur de la sentence vienne prendre l'engagement, qu'il laisse et qu'il ne suive plus le problème. Mais lorsqu'il reste, vous allez où? Vous n'avez rien, vous ne portez rien. Vous allez où? C'est là où nous ne sommes pas entendus avec nos compères d'hier. Eux, ils avaient dit que cette décision devait se faire appliquer à machin. Nous leur avons dit, ok, ne mettons pas les œufs dans le même panier. Allez-y. Si on applique, parce que ce que nous recherchons, c'est l'application de la décision. Si on l'applique vraiment, c'est bon. Justement, cette décision intervient quand même à une période où le Cameroun a les yeux rivés sur l'organisation de la CAN 2019 et plusieurs théories du complot s'affrontent dans la presse. Edmond Kamgia, d'aucuns estiment que Tombi Aroko paye le prix de ses propos acerbes contre le président de la CAF sur le niveau de préparation du Cameroun. D'autres pensent que la nouvelle FIFA veut remettre en cause tout ce que l'ancienne a eu à faire.
que ce soit au niveau de la CAF ou dans d'autres instances. Que pensez-vous de ces différentes théories évoquées dans la presse cette semaine? Je pense que les gens qui émettent des théories de complot ou autres sont libres de leurs propos. Ils peuvent analyser ces événements comme ils veulent, comme ils l'entendent. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut tirer les leçons essentielles de ce type de... Dans ce genre de situation, il faut tirer les leçons essentielles. Et l'une des premières, et je le répétais tantôt, c'est le respect de l'application des textes au Cameroun. Les textes du Cameroun même. Il faut respecter, il faut que nous apprenions à respecter nos propres textes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le communiqué qui avait été signé par le ministre de l'Éducation physique et des Sports, Bidoumpa, n'avait aucune valeur juridique. Dans la nomenclature des textes, le communiqué n'a aucune valeur juridique. Donc, il n'avait... Cette voie-là n'avait aucun... Ce communiqué est un communiqué politique. Oui, il était politique. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas du tout prospérer. Donc, c'était une initiative peine et mort-née. Maintenant, fondamentalement, sur les théories du complot par rapport au contexte actuel. C'est vrai qu'il y a une coïncidence malheureuse. C'est-à-dire, les propos du président de la CAF, l'attitude du président, j'allais dire déchu, de la FECAFOOT, président déchu, parce que c'est le terme juridique qu'il faut approprier, président déchu de la FECAFOOT, Tombi Aroko, parce que hier, il faut le dire, quand on élisait le président de la FIFA, qui a représenté la FECAFOOT, Tombi Aroko? Quand il y a eu des rencontres de la CAF au Maroc ou ailleurs, qui représentait le Cameroun, c'est Tombi Aroko. Donc, à ce moment-là, le courant passait très bien avec le président de la FIFA et le président de la CAF. À quel moment est-ce que et subitement, il y a eu court-circuit? Je pense que si on veut faire un lien entre la décision actuelle de la FIFA et les événements récents concernant les échanges épistolaires entre la CAF, le président de la CAF et le président de la FECAFOOT, je pense que l'une des dernières sorties de Tombi Aroko, une sortie assez dure vis-à-vis d'Ahmad Ahmad, je pense que ça n'a pas laissé indifférent Ahmad Ahmad, son entourage et ses amis de la FIFA. Ça, il faut le dire. Tout à fait. Connaissant un peu les rouages, n'est-ce pas, de la CAF, de la FIFA et de la diplomatie d'une manière générale. Je pense que aujourd'hui, qui a intérêt, je veux dire, en fait, quand la décision est sortie, à qui profite cette décision? D'abord, à ceux qui ont initié ce combat. Baba Amadou Abdourahmane et ses amis. Ce sont les premiers gagnants de cette affaire. Ils ont persévéré et ils ont fait régner le droit. Ça, c'est la première chose. Maintenant, par ricochet, il y en a qui en profitent de manière collatérale. Pas de victimes, mais des gains collatéraux. Et le premier gain collatéral, c'est le président Ahmad, qui n'a pas aimé, ça il faut le dire, la manière dont Tombi Aroko lui a écrit, a réagi. Le communiqué était assez dur dans son échange épistolaire vis-à-vis de la CAF. Il faut le dire, même si Ahmad Ahmad ne répond pas tout de suite, il faut comprendre qu'il n'a pas apprécié. Et des gens autour de lui peuvent avoir, d'une manière ou d'une autre, organisé ce qui s'est passé. Enfin, faciliter, pas organiser, faciliter ce qui s'est passé. Parce que la FIFA a perdu trop de temps à elle-même, à la CAF et au Cameroun. Cette décision aurait été prise depuis qu'on n'en serait pas là. Donc il y a un tandem Infantino-Ahmad, Eric Andic, qui a manœuvré pour cette décision. Vous le pensez aussi, vous, au service des sports, à mutation? Moi, je crois que la nouvelle donne du football au niveau de l'organisation, au niveau mondial, au niveau africain, a tendance à vouloir se poursuivre dans les fédérations nationales. Parce que quand Infantino a été élu président de la FIFA l'année dernière, il a dit qu'il veut insuffler un nouveau souffle au football sur le plan mondial. Et Infantino, on sait très bien que nous avons des anciennes gloires camerounaises ici, notamment Jérémy Ntita, qui était, je le rappelle, membre du comité exécutif de l'exécutif sortant, qui vient d'être déchu là, qui a soutenu de manière unilatérale Gianni Infantino, alors que Tombi Aroko, qui portait la voix du Cameroun, lui a soutenu le Cheikh Salman du Bahreïn, que soutenait Issa Hayatou et la majorité des pays africains. Donc, et maintenant, il y a eu cette année, je crois en mars, l'élection du président de la CAF, Ahmad Ahmad. À cette élection-là, le Cameroun soutenait naturellement son candidat Issa Hayatou.
Issa Hayatou a été battu. Celui qui nous représentait comme président de la FECAFOOT n'a pas eu des propos à ce moment-là dus envers Ahmad Ahmad. Je crois que la passe d'armes d'il y a quelques semaines entre le nouveau président de la CAF et la FECAFOOT et même l'État du Cameroun en général a fait en sorte que la vision, l'orientation d'Ahmad Ahmad a changé. L'orientation d'Ahmad Ahmad a changé. Et à mon avis, à mon humble avis, ça peut être une cause de la mise en place de ce comité de normalisation. Parce que vous l'avez si bien dit ici, la FIFA a attendu 2 ans. Elle a pris son temps. Mais pourquoi tout d'un coup, elle stoppe et elle met en place un comité de normalisation, alors même qu'il y a eu une passe d'armes entre Tom Yaroko, ancien président président de la FECAFOOT, comme vous l'avez dit, et Ahmad Ahmad. Donc, je crois que la passe d'armes qu'il y a eu a changé la donne. Maintenant, pour revenir à Ahmad Ahmad, à Infantino, à votre question, je crois que le football, les nouveaux dirigeants du football mondial et du football africain veulent placer leurs hommes manifestement. Je prends un exemple simple. Il y a eu le symposium de Rabat qui a débouché sur la réforme de la Coupe d'Afrique des Nations et du football africain. À ce symposium-là, des anciennes gloires au palmarès et au talent avéré ont été conviés. Ce sont ces anciennes gloires-là, notamment Joseph-Antoine Bell, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, Jérémy Dita pour le Cameroun, qui ont contribué à la réforme de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai l'impression que le nouveau patron de la FIFA veut s'appuyer dans des pays sur de nouvelles personnes qui connaissent le football de haut niveau. Et je ne serais pas surpris que quelques-uns de ces anciennes gloires participent ardemment à la conquête du pouvoir à la Fédération camerounaise de football. Alors on est justement surpris de voir qu'une simple affaire de football ébranle toute la République. Jeannette Ouogan-Fotso, vous avez vu une réunion de crise et même tenue à la présidence de la République. Le ministre des Sports, le ministre de la Communication se sont exprimés à ce sujet. Juste une simple décision concernant une association, une fédération sportive. Comment expliquer que le football cristallise autant l'attention à la fois des pouvoirs publics et de l'opinion nationale? Il me semble que le football fait partie de l'un des sports, même si on dit qu'il n'y a pas de sport mineur. Au Cameroun, quand on parle football, vous n'avez qu'à faire le tour des ménages. Quand vous parlez à votre compagnon et qu'il y a un match de foot, même si c'est l'huile qui s'est versée sur votre main, c'est après qu'il dit « Tu m'as parlé tout à l'heure ». Donc ça montre vraiment quelle est la place du football dans notre société. Mais maintenant, c'est normal que le gouvernement du Cameroun soit ébranlé parce qu'il y a une instance internationale qui remet en question l'élection qui a été faite. Mais avant de répondre à votre question, je dirais déjà que qu'il y ait complot ou pas, l'une des hypothèses peut être que le TAS a veillé à ce que la justice suive son cours. Et qu'à la fin, ce n'est que plus coïncidence lorsque le président déchu n'est pas en harmonie avec lui. Et il faut également dire que les réseaux sociaux et même quelques personnes, quelques journalistes se sont appuyés sur quelques bribes de phrases dites par le président de la CAF. Or, pour ceux qui ont suivi Abdourahmane dimanche, il y a 2 semaines, dans une émission télévisée, lui, il avait la bonne information. Mais les Camerounais, moi j'ai comme l'impression qu'ils sont nombreux à aimer quand le Cameroun n'est pas en paix. Ils n'ont choisi que des phrases qui pouvaient ébranler la population camerounaise, mais à aucun moment, ils n'ont précisé les propos de celui qui a pris la parole dans son entièreté. Il a fallu que les Camerounais écoutent Abdourahmane au cours de cette émission pour mieux comprendre et se faire une idée de la réalité qui était, de la réalité des faits. Et pour revenir à votre question, quand la FIFA dit qu'elle ne reconnaît pas le président actuel en situation sérieuse, le gouvernement ne peut qu'être convoqué pour rendre compte au chef de l'État de ce qui s'est réellement passé. Parce que je me dis qu'autour de lui, les gens, il appelle quand ça ne va pas bien,
parce que apparemment c'est quelqu'un qui aime aussi le football. Et il ne peut que s'inquiéter de la situation qui prévaut. Parce que, connaissant d'autres réalités qui mènent notre société, il est important qu'un événement comme celui-là, qu'on fasse preuve d'un peu de sérieux en rendant compte à la population et en montrant que c'est une situation qui nous interpelle tous. Justement, la République du Cameroun humiliée cette semaine, c'était le titre de l'une des parutions de la nouvelle expression. Edmond Kamga, comment avez-vous apprécié le rôle du gouvernement dans cette impasse et cette crise au sein du football camerounais, au point que la FIFA en vienne à rappeler au pouvoir public le respect de la législation nationale en vigueur? Je pense que si je m'en tiens, n'est-ce pas, au comportement du ministre en charge des questions sportives, et j'allais dire le ministre de football, parce qu'au Cameroun, on a l'impression que le ministre qui s'occupe des sports est ministre de football d'abord, et ça pose un problème. Et ça contredit même le propos du chef de l'État qui estimait qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, tous les sports contribuent à l'édification de la nation. Donc en réalité, je pense que c'est l'attitude de M. Bitoumpat et les actes qu'il a posés, notamment son fameux communiqué. C'est ça qui a, je crois que c'est ça qui a mis l'huile sur le feu. Un communiqué qui n'a aucune valeur juridique et qui remet en cause, en question totalement une décision prise par une structure qui est reconnue sur le plan national et international, comme la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Je pense que c'est là-bas que le gouvernement a fauté à travers son ministre des Sports. Il ne fallait pas pondre ce communiqué pour reconnaître un président illégal. Le gouvernement a pris parti dans une affaire où il fallait avoir de la réserve. Je pense que c'est à partir de là où le gouvernement a fauté. Mais aujourd'hui, quand je m'en tiens à la réaction, à la dernière sortie du ministre des Sports, justement, j'ai l'impression qu'il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et ça, c'est bien. C'est sage de la part de M. Bitoumpat. Akwe Domingo, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Sur l'attitude du gouvernement, à la fois le ministre des Sports qui estime que la CCA a outrepassé ses compétences en statuant sur le litige du processus électoral, et aujourd'hui le ministre qui estime que le gouvernement prend acte et est même prêt à coopérer avec la CAF et la FIFA pour que tout se passe désormais bien. Bon, moi je voudrais quand même faire une petite virgule vers l'arrière là. Vous savez, lorsqu'on a eu la sentence indiquait à l'étoile filante de faire exécuter sa sentence à travers les voies des recours internes, des droits internes. Nous avons dit que nous sommes dans le football. C'est prévu dans les statuts que lorsque le TAS prend une décision, la FIFA et la FECAFOOT ne peuvent que se plier. Les gens nous ont dit non, on ira au TPI chercher les équatures. On leur a dit non, il s'agit du football. On est membre. Ça dit que quand vous êtes membre, vous trouvez un statut. Est-ce que le statut vous plaît? Oui, je m'affilie. Et c'est la même chose lorsqu'il fallait exécuter. On leur a dit, il y a l'article 14 alinéa 1 des statuts de la FIFA qui stipule simplement que lorsque vous êtes membre de la FIFA, toute décision de la FIFA ou toute sentence venant du TAS, vous êtes obligé de vous soumettre. Obligé, lorsque vous êtes membre. Oui. Si vous ne voulez pas vous soumettre, quittez. C'est là où vous entendez souvent que les pays ou les fédérations ont été suspendus. Oui. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous dites je ne suis pas d'accord, je n'applique pas ça et je ne suis plus avec vous. Vous sortez de la FIFA, vous sortez du football organisé. Donc, on a beau fait d'expliquer ça, les gens ont voulu nous faire croire autre chose. Aujourd'hui, la FIFA vous dit que conformément à l'article 14, alinéa 1 et l'article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA. Voilà comment la FIFA commence sa décision. Parce que ça doit être quelque chose qui a une base juridique, statutaire. On ne dit pas comme il a dit, c'est pas une faveur. Hein? Edmond l'a dit, c'est pas une faveur qu'on nous faisait parce qu'il y avait une décision, mais ça prenait le temps. Oui. Parce qu'il y a des gens qui jonglaient. Oui. Ça prend du temps. Maintenant, on peut dire que c'est parce que M. Tombi a dit que la CAF a vendu la CAN, parce qu'il a dit à RFI. Et vous savez que c'est sorti aussi, nous on ne les prend plus au sérieux depuis le 1er octobre. Parce qu'aujourd'hui, il insulte Abdouraman. Abdouraman, comme madame disait, était le premier, a dit faites attention. Cette CAN peut partir. Il faut que je porte plainte en tant que membre de la FECAFOOT, comme la FECAFOOT n'a pas un exécutif. Le lendemain, M. Tombi a pondu un communiqué pour dire M. Ahmad est le plus beau, c'est le meilleur président de la CAF. On n'a jamais vu un autre président comme ça. Et Abdouraman n'existe pas au Cameroun. Il n'y a pas un nom comme ça. Il n'y a pas un club qui s'appelle Étoile Filante. Mais le communiqué est encore là. Sauf que quelques jours après, le ministre, comme vous l'avez dit, s'est réuni avec le ministre de la Communication, avec à leur côté M. Tombi pour dire vraiment, nous revenons sur nos propos. Vous êtes beau, nous sommes d'accord avec les 24, même si vous augmentez à 26, nous allons jouer. Que le lendemain, Ahmad réagit
pour dire j'ai suivi le gouvernement camerounais dit qu'ils sont prêts. Mais je vous dis actuellement, ils ne sont pas prêts. Donc ils répondent à notre gouvernement. Ils ne sont pas prêts. Où était l'opportunité de toutes ces sorties que nous faisions là? Toutes ces sorties. Abdourahmane, en tant que Camerounais, s'est senti gêné parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui se trame, un complot, qu'on veut nous enlever cette canne. Il faut que je réagisse. Parce que si Tombi va au TAS, on va dire, mais ici on a dit que tu n'es pas président. C'est là où la FIFA, la CAF l'attendait. Ils ne pouvaient donc pas aller. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, moi j'ai suivi encore en politique, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire A aujourd'hui, le même A devient B. Là, ce n'est pas une loi. Mais justement, mais ces différentes prises de position politiques n'ont-elles pas, ont-elles pris en compte l'intérêt général du football camerounais? Non, jusqu'à présent, je peux vous dire, le gouvernement, si, quand il est représenté ici par le ministre des Sports, n'a pas pris en compte, vous ne pouvez pas continuer à faire comme s'il y avait deux Cameroun, comme s'il y avait deux genres d'enfants au Cameroun. Mais tous ces enfants appartiennent aux Camerounais. Mais on n'a jamais demandé à Abdourahmane, quel est ton problème maintenant? On fait comment pour sortir de là? Personne ne l'approche. On le prend comme si ce n'était pas un Camerounais. Bon, ok, on va continuer, Tombi va rester là. Il est où aujourd'hui? C'est ça. Et on arrive à cette situation. Personne ne dit, tout ça sont les enfants, sont les Camerounais. Maintenant qu'il y a cette décision, parce que nous, il y a une procédure au niveau du tribunal fédéral suisse, dont les gens ne veulent pas parler, qui est pour la réintégration de 2009. Et vous voyez que la FIFA a été prudente. Elle a pu nommer un comité de nomination comme elle avait fait. Oui. Nommer et nous envoyer le truc. Elle a donné les tâches du comité. Oui. Et elle a dit je viendrai. Oui. Justement, Eric indique sur ce comité de normalisation, ça fait dire le deuxième en 4 ans au Cameroun, 4 ans de crise, 4 ans d'impasse. Est-ce que cela peut résoudre le problème? On a suivi quelques acteurs, hein, notamment dans la nouvelle expression, Charles Mongué-Mouyemé, qui est un analyste sportif, estimait que ce n'est pas vraiment la solution au regard des multiples crises vécues au sein du football camerounais. Vous, quel est votre avis à ce sujet? Le comité de normalisation est un organe transitoire. Il a, je crois, 6 mois pour travailler et déboucher sur un exécutif légalement élu. Je crois que la mission est claire. Est-ce que c'est la bonne solution? Je crois que c'est une solution intermédiaire. Au regard de ce qui s'est passé avec le tout premier comité, qui a fait plus de 6 mois, qui n'a pas mis tout le monde d'accord. Tout à fait. C'est clair que le tout premier comité a été, je crois, prorogé 3 ou 4 fois. Ouais. Il a mis en tout, je crois, 2 ans et quelques mois. Pourtant, ce comité-là comportait d'éminents agrégés, d'anciens dirigeants du football, d'anciens footballeurs professionnels, d'anciens lions. Ce comité n'a pas pu faire l'affaire. Et une fois, au bout de 2 ans et quelques mois, l'élection qui a abouti est contestée aujourd'hui et est remise en cause. Je crois que le comité de normalisation qui sera nommé... Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'un même scénario? Il y a des risques avec la CAN qui arrive. Est-ce qu'il n'y aura pas des risques, justement? Il y a des risques d'enlisement. Il y a des risques d'un même scénario. Il y a des risques de contestation. Donc, les membres d'abord qui vont constituer ce comité de normalisation doivent être inattaquables. C'est-à-dire leur moralité, leur profil doivent être inattaquables. Ensuite, ces membres-là doivent faire preuve de beaucoup d'intégrité. Qu'on ne se base pas tout simplement sur les intellectuels, mais qu'on nomme des gens dont la probité morale est avérée. Parce que Akoye Pierre Domingo vient de le dire, il y a plusieurs procès, on appelle ça quoi? Il y a plusieurs sentences en cours. Ouais. Vous avez parlé du tribunal fédéral. Donc, la crainte, c'est que ce comité se mette à travailler. Au bout de quelques semaines, il y a une nouvelle contestation, il y a une nouvelle plainte. Donc, nous Camerounais, nous dirigeants, nous acteurs, chacun doit pouvoir faire des concessions. Parce que si nous ne faisons pas des concessions, et au bout de quelques mois, on risque de se retrouver à la case de départ. Justement, les milieux du football camerounais où la concession et l'esprit de fair play ne sont pas toujours au rendez-vous. Edmond Kamga, est-ce que ce nouveau comité de normalisation, vous l'avez suivi, Eric Andy tout à l'heure, qui évoque des hommes neufs, avec une certaine crédibilité, est-ce qu'il en existe encore dans les milieux de football au regard de tous ceux qui ont été, bien sûr, présents lors du dernier comité de normalisation? Je partage ce que dit Eric, mon confrère.
sur les qualités des hommes, sur la qualité des hommes. Vous savez, la probité, l'intégrité, la compétence aussi. La compétence, pas seulement intellectuelle, mais la compétence même sur le terrain, l'expérience. Ça me rappelle un peu un des membres que j'apprécie beaucoup de cette ancienne équipe. Le seul d'ailleurs que j'ai apprécié dans cette équipe, c'est celui qui a démissionné de ses fonctions. Emmanuel Gassa Api. Le prince Gassa Api. C'est le seul membre que j'ai apprécié dans cette commission. Et il a démissionné. Et je pense qu'on aurait dû lire les signes avant-coureurs de ce qui s'est passé. Connaissant cet homme, sa probité, parce qu'il a toutes les qualités que vous avez citées. Son expérience. Tout à fait. Il a compris très vite qu'il y a des intérêts politico-financiers. Il y a des intérêts mafieux qui vont faire en sorte que le comité de normalisation va échouer. Donc, il faut chercher des gens comme celui-là. S'il peut accepter de revenir, Prince Gassa Api, c'est un membre pour ce futur comité. Parce qu'il a compris très tôt qu'il était très mal, que la structure était très mal composée. Ensuite, il faudrait également, on ne va pas fabriquer des Camerounais. Je ne dis pas qu'on fasse venir tout le monde, mais je dis dans l'ancienne équipe, il n'y a que celui-là qui peut revenir. Et ensuite, il faut chercher d'autres personnalités qui existent dans ce pays, dans le domaine de football. Je ne vais pas citer des noms cette fois-ci. On en connaît dans les ligues de football, à la FECAFOOT, il y a des gens sérieux, mais qu'on n'a pas souvent pris au sérieux. Des gens sérieux qu'on n'a pas pris au sérieux parce qu'ils détestent la corruption. Tout à fait. Ce sont ceux-là. Il faut tourner le regard vers ceux-là. Justement, Ako et Domingo, en ce moment où cette polémique enfle sur les membres de ce comité de normalisation, quelles sont vos attentes, vous qui vous vous battez pour sortir le football de l'ornière et du désordre? Quelles sont vos attentes précisément? Bon, par rapport aux attentes, nous sommes comme tout Camerounais. Vous savez, lorsque cette affaire chauffait, j'ai vu, nous on les appelait à Yaoundé les aboyeurs, c'est-à-dire monter sur les plateaux et dire on va nous retirer la canne si M. Tombé n'est plus là. J'attends qu'on retire la canne. Les élections d'Infantino et autres seront remises en cause, mais que c'est faux. Même quand vous jouez un match, il y a un délai pour faire appel. Si mais sauf qu'il ne faut pas oublier que si le comité de normalisation s'enlise, on ne peut pas organiser la CAN avec un comité de normalisation en poste. Non, c'est faux. Parce que quoi? Nous sommes allés en Coupe du Monde avec un comité de normalisation. Non, je parle de l'organisation. L'actuel Kogan. Je parle de l'organisation. Oui, non, je vais vous dire. Oui. Lorsqu'il y a un comité de normalisation, oui, ça veut dire simplement que la FECAFOOT n'est plus dans l'illégalité. Parce que c'est prévu dans les tests de la FIFA. Que lorsqu'il y a problème, on vous impose un comité de normalisation. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Mais est-ce que les tests de la FIFA disent clairement que un comité de normalisation installé dans un pays, ce pays-là est capable d'accueillir une compétition? Alors, comme il ne l'a pas dit, vous comprenez donc que c'est faisable? Je ne crois pas. Bon, je vous dis donc que c'est faisable. Bon, alors, je continue donc en disant que lorsque la FIFA vous impose, par rapport à ses statuts, l'article 7 vous impose un comité de normalisation, et c'est ça que nous n'avons pas voulu depuis. Parce que imposer un comité de normalisation voulait simplement dire qu'il n'y a pas eu une annulation d'élection. Il y a eu un problème dans un comité exécutif, comme l'ancien de 2009. Il y avait deux camps. C'est ce qui avait fait créer ça. Nous, on avait voulu que la FIFA précise qu'il y a eu annulation de l'élection. Et c'est au moins une de nos victoires. Parce que la FIFA a précisé que l'élection a été annulée depuis novembre. C'est-à-dire qu'il fallait respecter votre propre loi. Ça veut dire que tous ceux qui ont exercé à ce moment-là n'avaient pas qualité à exercer. Or, elle voulait couvrir le côté-là. Faire comme s'il n'y avait rien, comme si ces gens étaient normalement là, mais il y a eu un problème. Maintenant, on peut faire un comité. Mais elle a prononcé le mot annulation et c'est très important ce mot. Tout à fait. La FIFA ne fait dire depuis que l'organisation du football camerounais a des problèmes. Ne parlez pas de l'annulation de l'élection. Mais dans sa décision finale, nous l'avons poussé à parler de l'annulation. Maintenant, quelles sont vos attentes alors, pour sortir? Je vais vous dire que ce soit ce qu'Éric ou Edmond ont dit, c'est la même chose. Lorsque vous arrivez à la FECAFOOT, si vous voulez la gérer, première des choses, respectez ses statuts. Respectez ses statuts. Si vous respectez les statuts de cette institution, vous n'aurez pas de problème. Même si vous voulez supporter quelqu'un, l'arbitre peut être juste, mais l'arbitre c'est un être humain. Il supporte, je vais dire Jeunesse Star, mais Jeunesse Star joue contre le Barça. Vous croyez que Jeunesse Star va gagner le Barça parce que l'arbitre supporte Jeunesse Star? Mais ce n'est pas possible. Donc, simplement que ceux qui viennent, et comme a dit Edmond tout à l'heure, il y a le prince Gassa Api, c'est quoi qui a démissionné. Mais les gens n'ont jamais compris que là, il était au sud. Il a vu le faux, il a vu le club fictif. Il a fait annuler une élection au sud. Parce que le président du comité de normalisation régional qu'on a vu là-bas avait dit, mais il n'y a jamais eu championnat ici. D'où vient-il qu'on fasse une élection avec des clubs? Alors, il a dit, si ça continue, moi je pars, il est parti. Donc là, vous demandez plus de transparence dans la gestion. Non, je vais vous dire, dès que vous respectez les statuts de la FECAFOOT, dès que vous avez la probité morale, il y a des gens
Sincèrement, il y a des gens. Et ça, cette histoire n'est pas compliquée. C'est lorsqu'on vit avec. Vous avez vu, le professeur Onaka, il arrive, il vous dit la FECAFOOT Vaudou est terminée. Quelques jours après, il réunit les candidats, c'est-à-dire Jojo. Il a dit c'est la FIFA qui m'a imposé. Mais c'est tombé. Ça change la donne, non? Oui. Ça change la donne. Ça veut dire que la FECAFOOT n'est plus Vaudou. Lui-même, il est dans le Vaudou. Oui. Et on finit donc avec une FECAFOOT double Vaudou. Comme on est là maintenant, ça dit que pendant 24 mois, il n'a rien fait du tout. Et il sort donc par la petite fenêtre. Donc moi je pense que tout Camerounais peut effectivement diriger la fédération. Il suffit d'être intègre et de respecter les textes. Tous les regards donc rivés sur les crises dans le football camerounais. Pourtant, le pays vit une série noire d'accidents mortels. En l'espace de mois, plus de 150 personnes ont été tuées sur des routes accidentogènes. Un feuilleton macabre qui laisse indifférents les pouvoirs publics. Et même la presse n'en a pas vraiment fait grand cas. Jeannette Wogan-Fotso, comment vous avez apprécié le traitement que la presse a réservé à ces nombreux accidents mortels enregistrés depuis quelques semaines au Cameroun? Bon, on ne peut qu'éplurer, qu'être suffisamment triste de voir qu'autant de Camerounais meurent sur nos axes lourds, que ce soit Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam et bien d'autres. Donc, il y a l'état de la route qui est à déplorer, et puis la qualité de certains véhicules et le comportement des conducteurs. Mais il reste qu'on ne peut qu'interpeller les ministères en charge de ces tronçons routiers, et même les communautés dont dépendent certains villages où il n'y a pas de route, parce que je ne pense pas que ça émane seulement des ministres en charge, mais il y a aussi des mairies et même les délégués du gouvernement qui devraient prendre la chose très au sérieux. Et nous sommes à la période de la rentrée. Bientôt, plusieurs enfants qui sont allés dans leur village et de part et d'autre vont prendre la route. Et on ne peut que souhaiter que les conducteurs soient plus vigilants et fassent plus attention. Mais c'est triste. Pourquoi autant de morts sur les routes? Cela ne suscite pas vraiment l'intérêt des pouvoirs publics. Seules les autorités locales, sous-préfets, se déplacent généralement pour mesurer l'ampleur des dégâts. Après, tout le monde disparaît, laissant ces nombreuses familles dans la consternation, dans les mois, se débrouiller toutes seules. Qu'est-ce qui explique cette indifférence, selon vous? D'abord, je voudrais adresser mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées par cette série de morts. J'allais même dire une centaine de morts au cours de ce mois d'août qui n'est pas encore achevé. J'observe qu'il y a deux ministres qui doivent être interpellés. Dont leur silence frise l'indifférence. Les ministres des Travaux publics et le ministre des Transports. Pourquoi ces deux-là précisément, Edmond? Parce que nous sommes sur les routes. Et les routes doivent être arrangées, les routes doivent être réparées. Vous voyez, c'est vrai, il y a eu les événements des ECA. Ça avait été précédé par des problèmes routiers. Tout à fait. Au niveau de Maniaï. Tout à fait. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment tiré les leçons de cette situation. Et c'est pour cela qu'on en est là aujourd'hui. Ça, c'est sur le plan technique. Je pense que le ministre des Travaux doit donner des conférences de presse, doit expliquer ce qu'il est en train de faire en ce moment et de dire ce qu'il peut faire pour que cette série de morts puisse diminuer. Il y a également le ministre des Transports qui doit prendre des mesures. Si cela concerne les agences de voyage et autres, qui renforcent des mesures au niveau de la sécurité, qu'on sache si c'est l'excès de vitesse ou si c'est autre chose. Donc, leur silence, je dis, frise l'indifférence. Et quand des ministres sont indifférents, ça pose problème à la crédibilité d'un gouvernement. Ça, c'est d'un. De deux, en dehors de cette analyse, de cette façon de percevoir la situation, j'observe également autre chose. Et ça, c'est regrettable pour les pouvoirs publics, puisque tu parles des pouvoirs publics. Au niveau de notre diplomatie, chaque fois qu'il y a des catastrophes ailleurs, en Sierra Leone, un peu partout, j'écoute, je suis la radio, je suis la télévision, j'entends je suis les décrets du chef de l'État. Par exemple, le cas de la Sierra Leone, le chef de l'État envoie un télégramme, un message régulièrement, même pour des pays qui sont peu connus, hors d'Afrique, quand il y a des hécatombes et autres. Mais curieusement, sur le plan national, je ne vois pas, je ne sens pas, ni le gouvernement, ni le chef de l'État adresser un message de condoléances. Vous savez, dans tous les pays du monde, notamment dans les pays occidentaux, ils nous montrent souvent de bons exemples. Le chef de l'État se déplace sur le terrain,
ou son ministre, ou son chef de gouvernement. On ne laisse pas seulement le sous-préfet du coin jouer ce rôle-là, ce rôle administratif et politique. Il faut qu'une autorité importante descende sur le terrain et que des mesures suivent, s'accompagnent pour qu'on n'arrive plus à ce genre de situation. Pour terminer, j'observe enfin, et là, je ne vais pas commenter, c'est que curieusement, chaque fois qu'il y a des grands événements dans ce pays, comme des élections, des grands événements et autres, on assiste à des hécatombes. Vous savez, je ne suis pas fétichiste. Je ne veux pas rentrer dans la métaphysique. Mais je pense qu'il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Et que dans ce pays, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont croyants, prient beaucoup pour ce pays. Une série noire d'hécatombes enregistrées sur les routes au Cameroun. Eric, comment appréciez-vous la gestion de ces nombreux accidents au Cameroun et les différents services publics qui doivent, en principe, s'impliquer pour prévenir, mais aussi pour gérer ce type d'accidents mortels? Cédric, vous avez parlé de gestion. La gestion, elle est souvent visible, elle est palpable. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre papier, je crois, d'environ 150 morts ces dernières semaines. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau des ministères compétents, et même au niveau du gouvernement, il y a eu une véritable prise de conscience? Je n'ai pas cette impression-là, parce que je n'ai pas beaucoup entendu les ministres compétents. Je n'ai pas non plus entendu les syndicats qui s'occupent des transports. Et donc c'est ça donne l'impression comme si le gouvernement est un peu indifférent aux Camerounais qui tombent chaque jour sur nos routes. Et Edmond Kamgiala fait tout à l'heure, je crois que c'est le lieu ici de tirer la sonnette d'alarme pour que le gouvernement se réveille. Et que mette en place des politiques publiques qui puissent permettre aux Camerounais d'être en sécurité quand ils voyagent. Je prends un exemple simple. Les accidents, je crois que c'est un tout. Il y a d'abord l'état de nos routes qui est défectueux. En plus, il y a nos véhicules qui nous transportent. Dans quel état sont-ils? En plus, il y a nos transporteurs. Quelle est leur moralité? Quelle est leur mentalité? Comment est-ce qu'ils disposent les passagers dans leur bus ou dans leur car? Je crois que le problème des accidents qui se multiplient dans nos routes est un problème, à mon avis, qui concerne tout le monde. Est-ce qu'il existe une politique de sécurité routière? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est déployée, mise en œuvre lorsque vous empruntez les différentes routes nationales existantes au Cameroun? C'est vrai que nous voyons sur nos routes des radars, mais des radars sont sur combien de routes? Est-ce que les radars là sont fixés sur plusieurs routes camerounaises? Je ne suis pas sûr. Ce sont des principaux axes routiers qui sont dotés de radars. Donc, vous parlez de politique publique. Est-ce que il existe une politique? Moi, je ne la vois pas trop. Si elle existe, il est temps que les responsables des services compétents la rendent visible, afin que nous, les usagers, nous puissions la connaître et nous puissions nous imprégner de ces politiques qui, à mon avis, sont inexistantes pour le moment. Akwe Domingo, vous avez fait le déplacement, quitter Yaoundé pour Douala sur cet axe. Douala-Yaoundé, est-ce qu'il y a une prévention routière, il y a une mobilisation particulière au regard de ces multiples accidents mortels enregistrés ces derniers jours? Bon, je dirais, parce que vous avez commencé par la prévention, je vais aussi commencer par là. Je ne vais pas directement parler du déplacement que je viens de faire, mais une petite anecdote. Une fois, je quitte Yaoundé avec mon véhicule et je mets la limitation de vitesse à 90. Donc, quand je vais traverser, ça signale, je ralentis. Mais quelques minutes après, je suis interpellé et l'agent me dit que je suis à 100 et poussière. Je dis non. J'ai réglé la limitation de vitesse. Lorsque je vais traverser, ça signale. Mais le problème, c'était quoi? C'est que quand il voit un certain type de véhicule venir, il se dit, tu ne peux pas rouler à cette vitesse. Et puis quand vous finissez de payer peut-être 25 000, vous faites comment? Vous commencez donc à rouler. Ça dit inconsciemment, ça dit on vous rend inconscient. Inconsciemment aussi. Parce que le monsieur a estimé que ce type de véhicule ne peut pas être en train de rouler entre 80 et 90. Pourtant, celui qui conduit le véhicule, quelqu'un me l'avait dit.
Il me dit, quand je suis dans un véhicule, je vois quelqu'un aller vite. Je dis, mais est-ce que lui-même n'a pas une famille? J'ai dit, ça peut être vrai, mais ce n'est toujours pas vérifié. Donc, quand vous arrivez... le problème de sensibilisation des... Je vais donc vous dire que vous avez dans ces agents-là qui sont là pour la sécurité. Mais, au fond, est-ce qu'ils font leur travail? Vous les voyez, vous avez peut-être 2 ou 3 postes, on vous dit les radars et tout et tout. Vous allez beau discuter là, on vous dit, bon, rentrez là où le monsieur est à 2 km, c'est l'axe lourd. On vous dit, faites marche arrière. Vous allez voir que vous avez dépassé ceci. Mais, ils ont communiqué ou ils n'ont pas communiqué. Ça veut dire, si tu décides de rentrer, on lui dit, bon, ok, il y a un véhicule comme ça qui vient, dis-lui qu'il a fait 100 et poussière. Ce n'est pas sérieux, je vous l'ai dit. Maintenant, quand vous allez au niveau des postes de péage, là où vous payez, vous voyez comment le poste de péage est. Mais l'argent que nous payons là, les 500, c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour la route. Mais devant le poste, mais vous n'arrivez pas à rouler. C'est là où il y a tellement d'embouteillages parce que vous ne pouvez pas rouler tranquillement. Tout est. Alors, moi je pense que j'avais toujours pensé que le gouvernement avait cette volonté, mais la volonté de mettre les gens sur la route ne suffit pas. L'argent du péage va où? Si cet argent était vraiment fait pour refaire les routes, par exemple, je prends l'axe Bafoussam. Moi, je n'accepte jamais et je suis surpris quand les gens me disent qu'ils roulent là la nuit. Parce que vous savez, c'est un axe bien droit, mais qui a des nids de poules partout. Tout à fait. Bon, je crois que je ne sais pas si on a déjà comblé. C'est pas comblé. Pas du tout. Moi, ça me surprend que les gens, quelqu'un me dit, j'aime rouler la nuit. Je dis, sur cet axe-là, moi, je ne peux pas. Bon, Douala, encore, je dis, ok, comme il y a tellement de virages, je me méfie. Mais quand vous avez un axe devant vous, donc, il y a ça, les gens vous disent, il faut avoir l'extincteur, il faut avoir ceci, ça c'est bien. Mais quand vous commencez à présenter ça, c'est comme si on n'est pas content de voir ça. On commence à vous compliquer, on vous demande encore d'autres choses. Qui complique la tâche? Qui complique la tâche lorsqu'il faut justement veiller à au respect des différentes règles de sécurité? Pour moi, la première des choses, le gouvernement devait, je vais dire, faire sa part. Sa part, c'est que quand on prend notre argent, on fait la route. Maintenant, on commence à dire, lorsque vous voulez mettre la ceinture, on constate que cette route est à double sens. Comment vous avez pu vous retrouver de l'autre côté? Vous avez donné l'argent, on vous a fait la route. Pourquoi vous pouvez encore vous retrouver dans l'autre sens? On dit ceux qui vont lentement comme ailleurs, ils peuvent rouler ici, les autres qui vont... On donne l'argent pour ça tous les jours, sur les routes là. Mais cet argent va dans où? Donc Issa Chourouma nous avait dit que c'est lui qui avait créé cette histoire de péage et même à l'aéroport et tout ça. Mais lorsqu'il avait vu ça ailleurs, l'argent qu'on prenait pour le péage servait à quoi? Est-ce que c'est à faire pousser les champignons partout dans la République ou alors à arranger les routes? Si c'est à arranger les routes, ça veut dire qu'il faudrait que l'État ait encore un autre droit de regard. D'où va l'argent du péage routier? Vous posez le problème de l'entretien routier au Cameroun. Docteur Jeannette Rogan-Fotso, comment mettre fin à ces hécatombes-là? Que faut-il faire? Il y a des axes vraiment accidentogènes. Yaoundé, Bafoussam, Douala. Et plus récemment, à l'est, dans le département du Nion-Esso aussi, on enregistre l'état des routes ne représente, selon le ministère des Transports, qu'à peine 10 à 20% des causes d'accidents mortels. Il y a l'attitude des chauffeurs, l'état du véhicule. Sur ces aspects, qu'est-ce que vous proposez? C'est un problème multidimensionnel, parce que les niveaux de responsabilité sont partagés. Il y a le passager lui-même qui parfois demande à s'asseoir au niveau des escaliers. Et dans nos bus qui ne sont pas des bus de transport de prestige, il n'y a pas de ceinture de sécurité. On a vu à une époque, il y a où Buka Voyage, pour ne pas nommer cette agence de voyage, avait ses contrôleurs en route où quand on dépassait une certaine vitesse, on était interpellé. Mais c'était aujourd'hui Finex aussi, mais les autres agences, ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a la responsabilité des agences de voyage, la responsabilité des passagers, mais l'une des grosses responsabilités est celle du ministère des Transports et le ministère des Travaux publics. Parce que dans nos villes en général, j'ai eu la chance de faire plusieurs villes du Cameroun, seuls les quartiers dits administratifs ont souvent du bon goudron, mais au-delà, il n'y a pas de route qu'on ne se leurre pas. C'est pas seulement Douala Bafoussam, Bafoussam Yaoundé. Quand on sort de la région ouest, la route est dangereuse. Mais quand on entre dans le centre, la route est acceptable. Mais maintenant, quand on revient du côté de Douala, Yaoundé, Douala, il y a des espaces goudronnés, mais c'est la dimension de la route qui pose problème. Tout à fait. Parce que les gens doublent
L'autoroute. On ne peut pas appeler cela autoroute. Nous attendons l'autoroute, c'est ce que vous Ah dites. d'accord, j'ai cru que vous dites qu'il y a l'autoroute. On a plutôt... donc, il y a ce problème-là. Vous avez récemment fait un reportage sur Douala, le trajet, l'axe Douala-Yabassi. C'est inimaginable. C'est triste qu'au XXIe siècle, il y ait des routes comme celle-là qui relient un chef-lieu de département à un chef-lieu de région. Moins de 90 km où il faut faire 6 heures sur la route, et une route qui est toujours en piteux état. Mais il y a un plan d'urgence que le président de la République a annoncé pour goudronner et aménager cette route Douala-Boné-Poupa-Yabassi, mais le projet traîne quand même avec l'autoroute Douala-Yaoundé qui est aussi attendue pour justement limiter ces différents accidents. Edmond Kamga, est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance sur ces projets de modernisation du réseau routier pour mettre fin aussi à ces accidents-là et réduire la distance économique, permettre aux Camerounais de pouvoir facilement se déplacer? Je pense que si on avait accéléré les travaux sur l'autoroute, la vraie autoroute, pas ce qui tient lieu d'autoroute ou d'axe lourd, la vraie autoroute, Yaoundé, Douala, si on avait accéléré les travaux, je pense qu'on n'en serait pas là. Les choses se seraient améliorées. Mais pourquoi est-ce que les travaux traînent? Pourquoi est-ce que les financements n'arrivent pas? Il y a la CAN. La CAN prend beaucoup d'argent. Oui, mais c'est deux registres différents. L'autoroute doit faire partie des projets de la CAN parce qu'il faut que les actes routiers soient de qualité, soient conformes aux normes internationales. Donc, c'est l'une des raisons supplémentaires d'achever l'autoroute Douala-Yaoundé. Donc, je pense qu'il y a, au niveau des pouvoirs publics, je pense qu'il y a une sorte d'inertie, une sorte de lenteur. Je n'ose pas penser que c'est un manque de volonté parce qu'au départ, la volonté politique est là, mais curieusement, il y a un problème de financement. Il faudrait que l'État donc prenne toutes les mesures pour que cette autoroute Douala-Yaoundé soit achevée et que les autres axes routiers, au-delà des axes de la mort qu'on a cités tout à l'heure, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala, le triangle de la mort, il y a également les axes routiers des autres régions du pays. Il faut faire en sorte que ces nids de poules, ces cratères disparaissent, parce qu'il y en a de plus en plus. Et c'est l'une des causes des accidents auxquels on assiste. Justement, ces problèmes de gouvernance aussi se répercutent dans les milieux universitaires, où des personnes décédées ont été nommées parmi des enseignants promus, et même le cumul contesté de certaines fonctions académiques et politico-administratives suscite des critiques virulentes au Cameroun. Docteur Jeannette Wogan-Fotso, vous avez vécu à l'université de Douala. Quelles sont les curiosités que vous avez observées dans ces récentes nominations des responsables au sein de cette université d'État? Bon, on ne peut que s'indigner de voir que les personnes décédées, à leurs âmes, sont nommées quand il s'agit de la promotion des enseignants. Ça, c'est le premier niveau. Au deuxième niveau, maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le ministre en charge n'a pas été informé de ce que ces personnes-là sont décédées? Alors, il y a combien d'enseignants concrètement qui sont concernés à l'université de Douala? Pour le dernier décret, un enseignant de l'université de Douala, Dr Thierry Christophe Ebele, qui, je rappelle, était mon camarade au syndicat national des enseignants du supérieur. Et l'autre, c'est un enseignant de l'université de Marois. Le premier est décédé il y a de cela, on va dire 6 mois, et le deuxième est décédé, ça fait sensiblement 9 mois aujourd'hui. Alors, en moyenne, 8 mois que ces enseignants sont décédés et que leur nom se retrouve parmi des enseignants promus dans des institutions universitaires. Plusieurs hypothèses peuvent être émises. Lesquelles? La première est que soit les propositions avaient été faites avant que ces personnes ne décèdent et qu'il n'y a pas eu vérification où on rendait ce communiqué ou cette note effective. Ça, c'est d'un. Et de deux, il y a quand même une incompréhension parce que à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'université qui est l'institution qui emploie ces personnes, il y a le secrétariat général qui s'occupe des enseignants et il y a la direction des affaires académiques et de la coopération qui également s'occupe de son personnel enseignant. Et chaque fois qu'il y a un décès, ces deux principales structures couvertes par le recteur de l'institution sont informés de ce qu'il y a un décès, puisqu'il est même prévu que l'université ou l'institution universitaire accompagne moralement
matériellement. Et même des hommages académiques. Des hommages. Oui, toutes ces personnes, et on va dire les deux étaient chargés de cours. Et au ministère de l'enseignement supérieur, l'organigramme prévoit une division en charge de la communication. Donc, on ne peut qu'être surpris de ce que il n'y ait pas eu relais d'information ou alors une prise en compte de ce qui s'est passé. Parce que à chaque rentrée, chaque fois qu'on présente les vœux au recteur, il y a une minute de silence pour ces personnes décédées et qu'on cite nommément. Et les notes sont en principe transmises au niveau du ministère et au niveau des directions concernées pour que ces décès soient pris en compte. Parce que quand on décède, on a soit une famille nucléaire ou alors une famille élargie. Et cette famille, à chacun des niveaux, il y a des droits qui reviennent à ces personnes-là. Donc, une telle situation ne peut que susciter un questionnement sur le fonctionnement réel ou alors le rôle que joue chacun au niveau où il se trouve par rapport aux fonctions ou aux attributs qui sont les siennes. Et c'est toujours, on ne peut que regretter des situations comme celle-là et on espère que malgré cet inconvenu-là, à l'avenir, on fera plus attention et qu'il y aura une réelle collaboration entre les différentes personnes concernées par des situations comme celle-là. Justement, ces nominations à polémique dans les milieux universitaires, Jacques-Éric indique qu'au-delà de ces personnes décédées promues à des postes de responsabilité au sein des universités au Cameroun, il y a d'autres grincements dedans, dans le corps enseignant des universités qui estiment que la compétence n'est pas toujours prise en compte dans ces nominations des chargés de cours qui occupent des fonctions administratives devant d'autres enseignants agrégés ou bien ayant des grades supérieurs. Comment vous percevez, vous analysez cette gouvernance universitaire au Cameroun? Moi, je crois que le fait de nommer des enseignants qui ne sont plus signifie tout simplement qu'il y a un gros problème de communication. Si une institution universitaire de surcroît a un problème de communication, ça veut tout simplement dire qu'elle fonctionne mal. Son administration n'est pas bonne. Et si son administration n'est pas bonne, il est évident qu'il y aura des frustrations dans les nominations des enseignants qui n'ont pas la compétence au détriment de ceux qui en ont. Moi, je crois que, comme l'a dit l'universitaire qui est avec nous ici, nommer des gens alors que ces gens ne sont plus, signifie que entre les différents services de la base au sommet, l'échange de communication n'est pas direct. L'échange de communication n'est pas fluide. Et si l'échange de communication n'est pas fluide, ça signifie que l'institution fonctionne mal. Donc c'est tout à fait normal, comme vous le dites, que des enseignants qui pensent avoir la compétence se sentent frustrés de ne pas être promus et qu'à côté des enseignants qui sont soit plus jeunes dans un grade à un grade, soit promus au détriment de ceux qui ont la compétence. Donc je crois tout simplement que c'est déplorable et cela comment je peux dire, cela va se ressentir sur le niveau de nos étudiants. Parce que si vous êtes promu, chargé de cours, chargé de TD, si vous êtes maître de conférence et que vous n'avez pas la compétence, il est clair que l'étudiant que vous formez, demain ne sera pas compétent. Et là, c'est le Cameroun qui aura des cadres, je ne veux pas dire incompétents, mais pas au niveau. Justement, l'autre cas qui fait polémique dans ces nominations dans les universités, c'est Laurent Serge Etoudingwa, qui a été donc placé à la tête du département de physiologie dans l'une des universités situées à Yaoundé, Edmond Kambia. Pourquoi la nouvelle expression estime que ce cas particulièrement suscite plus de polémiques que les autres? Oui, avant d'aborder ce point, je vais dire globalement sur les questions que tu as posées tout à l'heure à mes prédécesseurs, c'est globalement un problème de mise à jour, Vous savez, quand un ministre veut nommer des personnels dans son administration ou dans les universités, ça transite par sa hiérarchie. Chez le chef du gouvernement, à la présidence de la République, parfois ça traîne longtemps là-bas. Le temps qu'on l'autorise à nommer telle ou telle autre personne, la personne est décédée.
Mais ça n'empêche pas que ce problème de communication reste. Parce que si les universités avaient donné l'information au ministère que tel est décédé, et quand les nominations arrivent, on se rend compte que tel est décédé, mais ils pouvaient à ce niveau-là attirer l'attention de la hiérarchie pour dire qu'en ce qui concerne tel ou tel poste, tel est décédé, avant qu'on ne publie la totalité des nominations. Ça, c'est ce que je tenais à dire. Maintenant, en ce qui concerne un ministre, visiblement, ou un homonyme des ministres qui a été nommé parmi les personnels dans le dernier mouvement, c'est assez curieux. La presse a observé ça, l'a noté, et se demande si c'est effectivement un ministre qui a été nommé ou alors son homonyme. Bon, prenons l'hypothèse que c'est le ministre qui a été manifestement, nommé. c'est lui. Mais manifestement, c'est lui. Oui. Et il est chef de département. C'est une autre fonction administrative. Tout à fait. Mais le journal Info Matin estime que c'est une fonction académique. Nous avons ici sur ce plateau une universitaire qui va nous éclairer. Chef de département, à quoi correspondent ces missions dans une université? Les missions du chef de département sont multiples. Hein. Le chef de département a en charge l'effectivité des enseignements, l'encadrement, la validation des encadrements des étudiants dans les cycles de master et même dans le cycle doctoral. Donc, quand un enseignant, autant pour moi, ne peut pas s'engager à dispenser un cours à un niveau qui n'est pas requis. Donc, il veille également à la publication des résultats semestriels, que ce soit le premier semestre et les semestres de rattrapage, et même aux résultats définitifs. Et pour le faire, il y a des réunions qui sont tenues. Quand un enseignant dispense un cours, le délégué doit remplir le cahier de texte, et sur cette base-là, le chef de département sait qui a dispensé le cours, est-ce que le quota horaire a été atteint ou pas. Et donc c'est un administrateur? Non, mais un administrateur qui s'intéresse à l'académie. Tout à fait. C'est un administrateur qui s'intéresse à l'académie. Donc les questions académiques l'interpellent. Au regard de ces missions, est-ce qu'un ministre de la République peut assumer, pour vous, universitaire, ces fonctions de chef de département au regard de ces prérogatives qu'il a en tant que ministre d'un agenda très chargé, qui est également PCA de plusieurs entreprises publiques et qui est aussi maintenant à la tête d'un département dans une université? Est-ce que c'est sur le plan éthique pour vous? Et non. Sur le plan pratique, est-ce que c'est possible? Non, c'est encore un autre paradoxe camerounais, hein, parce qu'un chef de département a suffisamment à faire, et qui plus est un ministre. Donc l'idéal, enfin, je ne sais même pas si on peut parler l'idéal, pour être sérieux, il aurait été intéressant que dans l'administration, on occupe un seul poste et pas deux. Parce que même quand on est un chef de département et qu'on a une autre fonction ailleurs, on délègue ses prérogatives à quelqu'un qui, à la fin, peut devenir un porteur de sac et qui prend les décisions en lieu et place d'eux. Ça se voit dans certaines universités, mais ceci reste à déplorer. Parce qu'il ne manque pas au Cameroun des enseignants de rang magistral qu'on peut nommer. À l'université de Douala, il y en a suffisamment, et même dans les autres universités. Est-ce que justement dans ce milieu universitaire, il y a des critères précis pour justement évoluer dans l'administration ou évoluer sur le plan de sa carrière? Donc je ne peux pas dire qu'il y ait une note écrite qui dit qu'un chargé de cours ou un maître de conférence ne peut pas occuper tel ou tel poste. Mais dans la pratique, on observe que le plus souvent, les chefs des départements sont les enseignants de rang magistral, oui, dont les maîtres de conférences ou les professeurs. Mais il arrive que pour l'indisponibilité de certains, parce qu'il faut relever que parmi les enseignants dans les universités, je préfère parler de l'université de Douala que je connais un peu, il y a parfois les enseignants de rang magistral qui sont plus à l'étranger qu'au Cameroun. Donc, ils réussissent à s'organiser pour venir dispenser leurs cours. Et il peut être un enseignant de rang magistral, mais la personne qui fait les propositions propose un chargé de cours qui, selon celui qui propose, a les capacités de pouvoir le faire. Parce que les enseignants permanents commencent à celui de chargé de cours et les assistants sont sous contrat. Donc, en principe, un chargé de cours peut, s'il n'y a pas de personnes disponibles, être chef de département. Mais dans la pratique, on observe que c'est le plus souvent les enseignants de rang magistral, maîtres de conférences et professeurs. Edmond Kanga, comment ce type de management affecte les performances académiques au Cameroun?
ça ne peut qu'affecter négativement les performances académiques au Cameroun. Moi, je voudrais qu'on revienne vraiment à l'éthique. Je pense à un grand professeur d'université, aujourd'hui décédé, professeur Bernard Fonlon, qui a été ministre de la République dans le régime Amadou Ahidjo, qui a, à un moment donné, demandé à ce que le chef de l'État lui permette de quitter le gouvernement pour retourner enseigner ses étudiants à l'université. Il estimait qu'il avait mieux à faire comme professeur d'université que comme ministre. Professeur Bernard Fonlon, de regretter mémoire. Il y a Prosper Nkoumvondo, qui est également enseignant universitaire à Ngaoundéré et qui estime qu'il a occupé un poste depuis près de 12 ans et qui demande au ministre de l'enseignement supérieur de le décharger de ses fonctions, lui qui l'avait justement accusé d'un certain nombre d'indiscipline. Prosper Nkoumvondo qui a rédigé donc une lettre pour demander au ministre de le décharger. 12 ans à un poste dans une structure publique, ça pose quand même problème. Oui, c'est la triste réalité qui est la nôtre. Hein. Donc, il n'y a pas que le professeur Nkoumvondo, on le voit aussi dans d'autres universités où des enseignants nommés sont à 15, 10 voire 20 ans. Mais c'est dommage parce qu'il est toujours intéressant de changer, parce que quand on change, ça permet de garder espoir que peut-être cette personne vient avec des idées novatrices, et à force de changer, mais pas changer pour changer, mais mettre des personnes compétentes. Bon, de mon point de vue, de toutes les façons, il est bon de changer. On peut même faire partie des personnes pour voir le niveau de compétence d'autres, quitte à ce qu'on fasse encore revenir d'autres, parce que ce changement permet de voir, de critiquer et de pouvoir avancer. Akwe Domingo, sur cette gouvernance universitaire qui est un peu similaire à la gestion de l'ensemble des affaires publiques au Cameroun. Mais disons que j'ai suivi ce débat, hein. J'ai suivi les éminents professeurs discuter. Je crois que ça devait être... je ne sais pas encore quelle école là, où un professeur se plaignait qu'un maître de conférence venait d'être promu au rang de directeur de cette école, alors que lui, le professeur, il enseigne dans la même école. Non, je crois qu'il s'agit de lyrique. De lyrique, voilà. Que le nouveau directeur n'était pas, je crois, enseignant de rang magistral. Voilà. Je n'avais pas voulu prononcer le nom pour qu'on ne dise pas immédiatement qu'il s'agit de lyrique. Donc, je crois donc que beaucoup se sont plaints comme ça. Et généralement, vous savez, ce qui moi me gêne, c'est que, comme madame a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Pourquoi certains peuvent cumuler alors qu'il y a d'autres qui peuvent faire le même travail? Et c'est tout ça qui amène à dire que les gens sont au chômage, ou bien que les gens sont frustrés et vont chercher ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez fait vos classes, et puis subitement, on ne sait pas par quelle alchimie, quelqu'un qui vient derrière vous, ou quelqu'un qui n'a pas votre rang, vous le voyez, vous traversez. Moi j'ai vu, même dans la police, vous n'avez pas d'administration en général, même dans la police partie, dit mais attends, je devrais dire en principe porter tel grade. On vous répondra que la nomination est discrétionnaire. Voilà, il y a autant de choses. Sauf qu'à certains moments, quand même, il y a certaines administrations où on se dit, après tel nombre d'années, en principe, si votre dossier est propre, vous devez passer à ceci. Encore que nous avons vu, que ce soit Mathias aujourd'hui, vous savez ce qu'il a dû subir. Bon, il paraît qu'il a... Mais il a été réhabilité. Je veux dire, il paraît qu'il a... Il a fallu qu'il change, qu'il devienne... qu'il fasse soit une conférence ou bien qu'il gère, je ne sais pas, qu'il organise un colloque. Le colloque pour qu'il passe d'un grade à l'autre. Est-ce que c'est normal donc, quand vous-même vous acceptez donc ça? Non, je pense qu'il y a un souci dans ce cas-là, parce que pour changer de grade, vous pouvez passer par l'agrégation ou alors par le CCUI. Non, partout là, il faut toujours des travaux. Mais quand vous êtes agrégé, quand vous ne passez pas par l'agrégation, vous devez écrire une lettre comme quoi vous n'en avez pas les compétences, et à ce moment-là, vous passez par le CCUI. Donc, c'est tout cela. Mais bon, vous avez parlé du côté discrétionnel. On ne peut pas remettre en question le côté discrétionnel, mais on espère simplement, on souhaite simplement que les personnes qui nomment tiennent compte qu'il y a d'autres compétences, parce que quand une seule personne a 1, 2, 3, 4 postes, on ne sait pas à quel moment il sera à Douala pour dispenser ses cours, à Yaoundé pour occuper il n'a pas le don même s'il est même à Douala en tant qu'universitaire, il dispense ses cours à quel moment? Et ce sont les jeunes doctorants qui en payent le prix, c'est les étudiants qui sont en thèse, en master, qui ont du mal à pouvoir être suivis et à être encadrés, parce que non, les écoles doctorales
responsables sont les ailleurs. écoles doctorales, en principe, quand elles sont réellement utilisées, pallient à cette difficulté d'encadrement parce que dans ces écoles doctorales, on doit pouvoir organiser des séminaires pour pouvoir édifier davantage les doctorants et les doctorants. Merci, mesdames, messieurs, d'être venus. Jeannette Rogan-Fotso, anthropologue universitaire et syndicaliste, Edmond Kamgia, consultant sur droit de réponse, Akwe et Pierre Domingo, président de Jeunesse Star de Yaoundé, merci d'être venu, et Jacques-Éric Andic, chef service des sports au quotidien Mutation. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de droit de réponse. Rendez-vous dimanche pour une nouvelle édition.